Je m'appelle Didier Nebo. En fait, le nom c'est Nebot. Et en arrivant en France, le T ne se prononce pas, on dit Nebo. Donc je m'appelle Didier Nebo. Je suis né en Algérie à Castiglione, c'est à 45 km d'Alger, un tout petit village. Je suis né donc en 1943 pendant la guerre et je suis resté jusqu'à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1962. Alors c'est vrai que l'histoire des Juifs d'Algérie et même d'Afrique du Nord en fait, c'est une histoire riche, complexe et si peu connue. Notre histoire commence quand même au début de l'ère chrétienne, c'est-à-dire qu'au moment où la Judée, ça s'appelait la Judée, Israël d'aujourd'hui s'appelait la Judée à l'époque, au moment où la Judée est détruite, effectivement beaucoup de Juifs partent un petit peu partout. Il y en a qui partent en Gaule, il y en a qui partent en Espagne, il y en a qui partent dans les contrées lointaines du nord de l'Europe, et il y en a qui partent dans le Maghreb. Ça ne s'appelait pas le Maghreb à l'époque encore, puisque c'était sous influence romaine. Ça s'appelait le Maghreb el-Aqsa d'un côté, ça s'appelait la Numidie, ça s'appelait la Mauritanie, ça s'appelait l'Ifriqiya, c'était un tas de noms qui avaient été donnés plus ou moins par les Romains et par les autochtones qui se trouvaient là. Dans cette Afrique du Nord ancienne, les Judéens, si on peut dire ça comme ça, arrivent au milieu de cette population autochtone qui est un mélange de Phéniciens et de Berbères, c'est-à-dire des cousins, quoi. Les Phéniciens parlaient le punique, qui était un langage identique à l'hébreu, et ils s'intègrent très facilement. Et je passe sur les histoires locales qui ont été un peu complexes jusqu'au 7e siècle, puisque les Romains qui étaient là sont partis, et ensuite ils ont été remplacés par des Byzantins. Il y a eu une libération quelque part de toutes ces tribus autochtones qui étaient là. Et c'est ainsi qu'au 7e siècle, avant l'arrivée des Arabes, nous nous retrouvons avec 3 types de populations. Des Berbères païens dans les zones côtières, un petit peu du côté de, je vais dire, de l'Algérie et du Maroc. Des Berbères chrétiens alliés avec des vrais chrétiens, les Byzantins, qui sont des Grecs qui se trouvent à Carthage, et des tribus juives un peu isolées, dans les montagnes, dans les Aurès, des tribus un peu nomades, guerrières, qui se trouvaient là. Et quand l'islam, les Arabes arrivent, les Arabes vont être confrontés à ces 3 types de populations. En la faisant très courte, ils vont défaire d'abord les tribus berbères païennes alliées aux byzantins chrétiens. Ensuite, ils vont défaire Carthage. Carthage va être éliminé à ce moment-là, et les byzantins. Et il reste les tribus de l'intérieur, des Aurès en particulier, les tribus juives, on va dire ça comme ça. Et à leur tête, ces tribus juives, se trouvait une femme, une reine, qui s'appelait Daya, et qu'on appelait Kaïna, ou Kaïna. En fait, le vrai nom, c'est pas Kaïna, c'est Daya. Donc la Kaïna a gagné dans un premier temps la guerre contre les Arabes. Et puis, malheureusement, les Arabes sont revenus à la charge. Ils avaient une idéologie nouvelle qui était importante et la Kaïna a été défaite, ainsi que son peuple. Et c'est ainsi que dans ce Maghreb ancien, beaucoup de tribus juives ou berbères ou judéo-berbères. Alors, quelle est la part de judéité? Quelle est la part de vrais juifs? Quelle est la part de berbères qui se sont convertis? En sachant que, initialement, ils étaient quand même des gens qui venaient de Tyr, parce que c'était d'anciens Phéniciens. Comment le savoir? Ce qui est certain, c'est que c'était une part non négligeable qui se trouvait là. Donc, au 7e siècle, on peut dire, à l'arrivée des Arabes, qui étaient très minoritaires, la plupart des autochtones qui se sont donc convertis à l'islam, et la conversion a duré quand même sur un siècle, parce que les tribus juives ont quand même perduré encore pendant un bon siècle. Il y a un certain nombre d'auteurs arabes qui le rapportent quand même. Donc on peut dire que beaucoup de ces juifs, sauf ceux qui se trouvaient dans les régions un peu isolées, c'est-à-dire soit dans certaines montagnes, soit presque dans le Touat, c'est-à-dire dans le sud, beaucoup de ces juifs se sont convertis à l'islam et au bout de quelques temps, ont perdu la notion de judéité qui a été la leur. Il n'y a qu'au XXe siècle, les Berbères des Aurès en particulier, qui commencent à redécouvrir leur judéité. Ainsi, entre le 7e et
et le XVe siècle, où d'autres juifs vont arriver dans ce Maghreb difficile, le judaïsme berbère, c'est un judaïsme qui est très peu riche, qui est soumis donc aux lois de l'islam. Beaucoup, je vous l'ai dit, se sont convertis à l'islam. Et au XVe siècle, donc, les Juifs d'Espagne sont chassés par Isabelle la catholique et se réfugient dans cette Afrique du Nord. Un certain nombre se réfugient bien sûr au Maroc, quelques-uns en Tunisie et beaucoup aussi également en Algérie. Mais l'apport des Juifs d'Espagne en Algérie date de 1391 et pas tellement de 1492. Les Juifs ont été chassés d'Espagne par Isabelle la catholique en 1492. Ils ont été en Turquie, ils ont été un petit peu partout, ils ont été au Maroc beaucoup, et moins en Algérie. Les Juifs d'Algérie sont partis en 1391, parce que c'est en 1391 en Espagne que nous connaissons les premiers grands massacres, avec le massacre de Séville qui s'est déchaîné dans toute la péninsule ibérique. Et tous les Juifs des Baléares de Barcelone sont partis en 1391, surtout en Algérie. Donc c'est à partir de cette date-là qu'il y a un apport de Juifs intellectuels, entre guillemets, qui apportent une science. Et les Juifs autochtones qui se trouvaient là, qui étaient en minorité, je vous l'ai dit, voient dans un premier temps cette arrivée de Juifs nouveaux pas très bien, et puis après ils s'adaptent. Il y a eu quelques heurts, bien sûr, surtout en Tunisie d'ailleurs, et ils font masse avec eux. Donc, en 1492, ces Juifs qui arrivent, c'est mieux l'Afrique du Nord, c'est mieux l'Algérie que l'Espagne, puisqu'en Espagne, c'était d'exécution, soit tu te convertis, soit tu t'en vas, et si tu te convertis, tu passes au bûcher quand même, parce que tu judaïses en silence, c'est épouvantable. Ainsi, 15e, 16e, 17e siècle, 18e siècle, les Juifs sont là, ils subissent ce qu'on appelle la loi du dhimmi, c'est-à-dire que l'islam les tolère, mais à la condition de respecter certaines lois, certaines règles qui font qu'ils sont en état de soumission totale. Et c'est ainsi que on arrive jusqu'à l'époque de 1830, mais même avant 1830, j'ai retrouvé un texte du consul des États-Unis, William Scheller, qui explique la condition de vie des Juifs d'Alger, qui est absolument épouvantable. En particulier, de mémoire, il raconte que durant l'été 1815, dans les jardins du Pacha, il y avait donc une invasion de sauterelles, et on a obligé les Juifs, jour et nuit, de leur corps à s'étendre sur les champs pour faire partir les sauterelles. Leur vie était un mélange d'outrage, et même les enfants pouvaient leur cracher dessus, ils ne pouvaient rien dire. Ce qui fait que quand la France arrive en 1830 en Algérie, c'était la délivrance pour les Juifs. Mais la conquête française s'est faite lentement, par étapes. En plus, les Français ne savaient pas dans un premier temps ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'on va faire une vraie conquête ou est-ce que c'est une colonie? Ce n'est que plus tard que c'est devenu effectivement un département français. Donc dans un premier temps, c'est uniquement Alger et Oran qui sont libérés. Et c'est ainsi qu'en 1835, il y a un épisode terrible qui est très peu connu, je voudrais vous en parler, parce que Abdelkader, qui était le chef des croyants, le chef des Arabes, parce que l'Algérie était sous domination turque, et quand la France arrive, ce sont les Turcs qui sont balayés. Les Turcs étant balayés, les Arabes étaient opprimés aussi, bien sûr, et les Arabes se trouvent libérés tout d'un coup. Et donc, dans un premier temps, ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'on essaye d'avoir notre liberté, notre indépendance, ou est-ce que ce Français qui arrive, on va essayer de travailler avec lui, de vivre avec lui? C'est ainsi que ceux qui avaient pris le parti de la France se sont bien souvent retrouvés exécutés, puisqu'il y a eu des règlements de compte épouvantables. Ce qui fait qu'en 1835, Abdelkader, il y a eu un traité avec les Français qui faisait en sorte que la ville de Mascara et toute la région de Mascara appartenaient à Abdelkader. Et en 1835, à la suite de rivalités, de bagarres, Abdelkader et ses troupes
tendent une embuscade aux troupes françaises, en particulier le maréchal Clausel, et les troupes d'Abdelkader sont défaites. Le maréchal Clausel qui décide de marcher sur Mascara, mais avant d'aller sur Mascara, les troupes d'Abdelkader, voyant qu'elles ont été battues, rentrent dans Mascara et massacrent des centaines et des centaines de juifs qui se trouvaient là. Des centaines et des centaines de juifs. Quand le maréchal Clausel arrive à Mascara, il trouve des survivants, 1 millier de survivants aux abois. C'était au mois de décembre, c'était le 8 décembre 1835. Et les survivants supplient les soldats français de les ramener avec eux. Et effectivement, sur la route, dans des conditions épouvantables, tu vois les soldats français qui prennent avec eux cette poignée de juifs, un peu moins de 1000, je crois, 800, et les amènent avec eux jusqu'à Oran. Donc cet épisode a été terrible. Il est évident que les juifs étaient entre le marteau et l'enclume. D'un côté, c'était une libération pour eux, l'arrivée de cette France. De l'autre côté, la France n'était pas encore dans toute cette Afrique du Nord. Donc ils avaient une attitude de ne pas trop prendre position lorsqu'ils se trouvaient dans les territoires arabes, puisque l'exemple de Mascara prouve qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Donc 1834, c'est effectivement un massacre important, je crois, qui a entraîné dans les esprits comment dirais-je, un choc psychologique, et ce qui peut expliquer tout ce dont on va parler dans quelques instants. Donc la France arrive, pour les Juifs c'est la libération, quelque part, et effectivement, c'est pas en une génération, c'est pas en 3 jours que les Juifs rentrent à pieds joints quand même dans la civilisation française. Il faut un peu de temps. Moi, je sais que mes grands-parents parlaient l'arabe. Mon grand-père, il est né en 1878. Ma grand-mère, quelques années plus tard. Et lorsqu'ils se disputaient, ils se disputaient en arabe. Ma mère ne parlait plus un mot d'arabe, moi non plus, bien sûr. Donc la colonisation française s'est faite certes assez rapidement, parce que quand on pense que la France arrive en 1830, et lorsqu'on pense qu'un siècle plus tard, les Juifs ne parlent pratiquement plus l'arabe, les enfants, donc ça prouve le degré de volonté et d'intégration à cette civilisation nouvelle qui apporte le progrès et qui apporte l'émancipation, c'est évident. Donc en 1870, il se passe un événement important pour les Juifs, parce que jusqu'en 1870, certes, la France s'installe en Algérie, certes, c'est la libération pour les Juifs, mais un certain nombre sont juifs, comment dire, non pas automatiquement parce qu'ils le demandent, parce qu'ils ont fait, je ne sais pas, rendu des services, ou parce qu'il y a des relations, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Et en 1870, il y a un homme qui s'appelle Crémieux, qui est franc-maçon d'ailleurs, qui est un juif de France, qui est un juif qui est né à Nîmes, juif du Sud-Ouest, qui voit ses frères d'Algérie dans un état délicat. Et il ne faut pas oublier qu'en France, c'est le siècle des Lumières, le siècle de l'émancipation même pour les Juifs. Il ne faut pas oublier qu'en France, ils étaient avant, eux aussi, pas bien traités. Mais là, ma foi, ça se passe plutôt bien, et donc il est député et il essaye de faire passer une loi pour que les Juifs d'Algérie deviennent français. La loi passe, c'est une chance, elle aurait pu ne pas passer, c'est un contexte quand même compliqué, la loi passe, et effectivement les Juifs deviennent français, les Juifs d'Algérie. Pas tous quand même, puisque dans certaines régions, dans le Mzab en particulier, les Juifs ne sont devenus français que beaucoup plus tard, au milieu du XXe siècle. Donc, mais quand même, dans les grandes villes, c'est une révolution. Les Juifs sont français. Et effectivement, en peu de temps, on a des coutumes, des habitudes nouvelles. On ne dit plus la bar mitzvah, on dit la communion. On ne dit pas la synagogue, on dit le temple. Comme si on avait honte, presque, d'un certain nombre de choses. 1870.
Et alors il se passe, on est là, on a les premiers médecins, on a les premiers avocats, on a des vrais commerçants. Les Arabes ne sont plus nos égaux, on est même au-dessus des Arabes, ce qui est insupportable pour un certain nombre de ces gens-là, des Arabes. L'ère du dhimmi est terminée. Mais le dhimmi, c'est quelque chose qui a régné pendant des siècles. Et tout d'un coup, il faut se mettre à la place d'un musulman pour qui le juif était, à défaut, son égal, non, mais son inférieur. Et tout d'un coup, le juif est au-dessus de lui. Mais pour l'arabe, c'est épouvantable. On ne peut pas accepter ça. Et il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé des actions difficiles, en particulier avec l'affaire Dreyfus, qui a eu à Alger des répercussions beaucoup plus importantes que en France métropolitaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que Alger, c'était composite, la population européenne, entre guillemets européenne. Il y avait des Maltais, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols. C'est ça le petit peuple pied noir français nouveau. Et il y avait des Juifs, ceux qui ont tué le Christ. C'est ce qu'on disait bien souvent dans les catéchismes. Comment accepter ces Juifs-là? Donc, les communautés étaient quand même cohabitées, mais sans, à cette époque, être, comment dirais-je, dans une vraie communion d'esprit. Elles cohabitaient simplement. Ce n'est qu'en 62, au moment du départ, on en parlera tout à l'heure, que la différence entre juifs et chrétiens s'est atténuée, pour peut-être aujourd'hui, légèrement certes, mais être un peu différent. En 1962, j'étais un pied noir. Aujourd'hui, je ne suis plus un ancien pied noir. Je suis un juif d'Algérie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc en 62, on est encore des pieds noirs. La différence avec les chrétiens de la guerre qui faisaient qu'on n'était pas bien avec eux, s'est estompée. Mais aujourd'hui, elle revient un peu. Je veux dire, par là, aujourd'hui, je l'ai dit, je suis un juif originaire d'Algérie. Je ne suis pas un pied noir. C'est très important pour mes enfants, les enfants des enfants. Donc, moi, j'ai toujours été intéressé, quand je suis arrivé en France, effectivement, par l'histoire de mes ancêtres. Mais l'histoire, pas que du XXe siècle, pas que de mes grands-parents. L'histoire qui monte depuis les Phéniciens. On était pendant 2000 ans dans cette Afrique du Nord. Et c'est vrai que cette période de 2000 ans se referme. Ce que je voudrais quand même qu'il reste pour les enfants des enfants des enfants qui se trouvent en France, en Israël, aux États-Unis, il va falloir comprendre que cette parenthèse de 2000 ans d'Algérie, c'est une parenthèse qui va s'inscrire dans le long parcours de notre peuple depuis des millénaires. Et s'il doit rester des phrases, il restera des phrases de personnes, ces juifs qui se sont retrouvés là, avec des gens berbères qui sont devenus musulmans, certains juifs qui aujourd'hui sont maintenant musulmans. C'est évident, en Algérie, c'est comme ça. Et il ne faut pas oublier quand même, effectivement, toute cette histoire multimillénaire qui est magnifique. Et aujourd'hui, donc, en France, j'ai voulu m'attacher à travers un tas de livres que j'ai faits. J'ai voulu comprendre toute cette histoire ancienne. D'abord, ces judéo-berbères, qui sont importants. Ensuite, cette Espagne d'Isabelle la catholique, qui a rejeté tous ces juifs qui sont été dans tout le Maghreb et en Algérie aussi. Et ensuite, effectivement, cette France qui est venue et dans laquelle nous sommes à pieds joints. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, après un parcours professionnel assez riche, entre guillemets, j'ai voulu m'intéresser à la mémoire, mais pas religieuse, à la mémoire historique. Parce que je pense que la mémoire religieuse, si on peut dire ça comme ça, j'en sais rien, nous avons nos rabbins qui sont là, mais l'histoire est importante. J'ai dit une fois, qui faisait partie de la maxime de notre, si on peut appeler ça comme ça, maxime, de Montréal. Montréal, c'est l'association que je dirige en ce moment. Montréal, c'est Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie. Il y a une phrase que j'ai trouvée très belle. Enfin, j'ai trouvé, c'est moi qui l'ai inventée. Celui qui connaît le présent, mais ignore le passé, est aveugle.
Parce que c'est vrai que pour avancer, il faut savoir d'où on vient et qui on était. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il nous reste 1, 2, 3 phrases pour plus tard, je ne sais pas lesquelles, de la présence de nos ancêtres sur 20 siècles dans cette terre d'islam aujourd'hui, mais qui n'était pas une terre d'islam hier.